Bonsoir à tous. Je pense que voilà, ça va se connecter petit à petit. Donc, on vous remercie d'être présents ce soir, encore une fois, pour le 3e épisode de ce webinaire Comment débuter et se perfectionner en randonnée. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc on a 10 épisodes thématiques sur le sujet de la rando, tout au long du mois de juin, tous les mardis et tous les jeudis à 19 heures. Voilà. Donc c'est un webinaire qui est organisé à double voix par la Fédération française des clubs alpins de montagne et la Fédération française de la randonnée pédestre. De mon côté, donc moi je suis Cécile Munch, agent de développement montagne au comité départemental des clubs alpins et de montagne des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc une Pyrénéenne. Et je suis en charge ce soir de l'animation de cet épisode. Donc, avant de commencer et de présenter mon interlocuteur que vous voyez juste à côté de moi, je vais commencer par donner le résultat du tirage au sort qui est organisé en partenariat avec Ternua et qu'on remercie bien d'ailleurs, ils sont notamment présents ce soir. Voilà. Donc Ternua, c'est un partenaire privilégié de la FFCAM et à la fin de chaque épisode, on tire au sort parmi des personnes qui auraient liké le webinaire. Donc le gagnant de jeudi dernier, donc c'était le second épisode, est Lilo Aloha. Voilà. Donc je ne sais pas si elle ou il est avec nous ce soir. En tout cas, on prendra contact avec elle, avec cette personne rapidement dans les prochains jours. Et j'en profite pour vous dire que ce soir, il y a un très joli lot à gagner qui est en rapport avec le sujet qu'on va aborder. Encore une fois, on remercie Ternua. Ça sera un sweatshirt Ternua. Voilà. Venons-en aux faits. Donc ce soir, on est là pour savoir répondre à une question. Comment bien choisir ses vêtements pour faire de la randonnée? Les vêtements, on sait que c'est gage de confort, c'est aussi gage de sécurité en montagne. Il est important donc de savoir comment s'habiller en fonction du type de pratique de la randonnée qu'on a. Et pourtant, c'est pas très facile de s'y retrouver avec une offre toujours grandissante, toujours plus technique. Et c'est pour ça qu'on accueille Michel Gognat, qui est avec nous ce soir. Donc, bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Voilà, donc Michel, c'est le directeur commercial de chez Ternua, donc une marque de vêtements de montagne pyrénéenne. Donc vous l'aurez compris, c'est un webinaire pyrénéen ce soir. Voilà. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Michel qui va vous faire une petite présentation du sujet. Et puis on se retrouve juste après pour un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des commentaires, des questions dans le chat sous la vidéo. On y répondra juste après. À tout à l'heure. À toi, Michel. Ok, super. Donc on va passer sur un peu la présentation que j'ai préparée. On aurait pu faire ça depuis un showroom, mais je trouvais que c'était plus sympa de faire ça depuis chez moi, dans les Pyrénées, et un peu vous faire cette explication. Donc voilà, je suis Michel Gognat, je suis directeur commercial de Ternua depuis 20 ans. Donc c'est une société qui a à peu près 25 ans, donc ça fait depuis le début, on va dire, depuis son existence. Et je m'occupe de l'ensemble du monde, bien que je sois français, donc, et que ce soit une société basque espagnole. Donc c'est moi qui m'occupe de la direction commerciale depuis toutes ces années. Je suis un ancien membre du club alpin français à l'époque, et puis je suis pratiquant de montagne aussi. Donc j'ai mis quelques images en refuge, enfin ce qui me semble pour moi, ce qui évoque pour moi le club alpin français, quoi. C'est les refuges, le compagneurisme, un peu l'aventure, enfin voilà, ce qui est pour moi, ce qu'évoque la FFCAM, le club alpin. Voilà, donc on va passer au prochain slide. Je vais faire une petite introduction de notre société parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Donc Ternua est une marque basque du Pays basque espagnol. Je ne vais pas lire tout le texte qui est ici, simplement ce que l'on met en bas dans le coin. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le lire, mais nous, on ne vend pas que des vêtements, on vend ce que ça veut dire de les porter. Notre symbole, c'est la queue d'une baleine. La marque a été créée en 1994, donc il y a 28 ans, 27 ans, pardon. Et en fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'en fait, pratiquement tous nos produits sont faits avec des produits recyclés, du matériel recyclé, ou alors des produits qui sont
éco-responsable, c'est-à-dire que ça va être du coton organique ou de la laine qu'on récupère ici au Pays Basque, enfin des choses comme ça. Voilà, et puis bon, on fait des vêtements très techniques, polyvalents, aussi bien pour un usage quotidien que pour de l'alpinisme ou des expéditions himalayennes. Voilà, donc on va passer au slide suivant. Là, c'est juste pour illustrer un peu des points de la marque, hein, très brièvement, avant de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Donc, on a ce qu'on appelle un projet qui s'appelle Red Cycle, où on récupère des filets de pêche donc sur la côte basque, dans des ports de cette région-là, en Daria, Bermeo, et on les fait recycler. Et avec ça, on récupère du nylon. Et le nylon est un produit qui est très utilisé dans les vêtements techniques. Hein. C'est un produit qui est très résistant à l'abrasion, entre autres. On a un autre projet qui s'appelle Sea Cycle, où les pêcheurs de la côte basque sont financés pendant les périodes où ils ne sont pas en train de pêcher, pour récupérer des déchets en mer. Et nous, on s'engage avec, une fois ces produits traités et donc transformés en fil puis en tissu, et bien à l'utiliser, donc en circuit court. Hein. Donc ça, c'est les produits qui sont traités ici à Saint-Sébastien, transformés en fil, et après on a à Barcelone un fabricant de tissus qui les tisse pour en faire des tissus, puis après on les fait confectionner. Après, on a un autre projet qui est par rapport à la laine d'ici, du Pays Basque, hein, ce qu'on appelle la laine de la brebis latcha. C'est une laine qui est assez épaisse et donc qui est un peu rêche, qui ne peut pas être utilisée comme de la laine mérino. Et c'est une laine qui aujourd'hui est un déchet qui est très mal pris en charge. Ça met très longtemps à se biodégrader parce qu'en fait la laine est bactéricide naturellement. Donc ça, dans les décharges, ça se biodégrade, hein, puisque c'est un matériel organique, mais bon, qui prend beaucoup de temps pour se biodégrader. Et d'un autre côté aussi, ça brûle très mal, donc c'est pas non plus quelque chose qui est mis en valeur au niveau de l'incinération. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est en fait utiliser ce matériel pour le remplissage de nos vestes, non pas en contact avec la peau, puisque le tissu est trop rêche, mais en substitut d'autres produits qui sont normalement des produits synthétiques. Voilà, après on a d'autres produits, on utilise des teintures naturelles qu'on récupère, donc des coques de noix qu'on récupère dans les cidreries au Pays Basque, il y en a beaucoup, pour faire des teintures naturelles pour nos vêtements en coton. Pour les vêtements coton, il y a la possibilité d'utiliser ce type de matériel. Et puis bon, simplement indiquer qu'on est PFC free, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que PFC. PFC, c'est des polyfluorocarbones, c'est ce qui a été utilisé pendant des années pour éviter, pour donner de la déperlance aux vêtements. Et en fait, il s'est avéré il y a une dizaine d'années que ces produits ne se dégradaient pas, restaient dans l'environnement pratiquement de façon éternelle, et en fait étaient cancérigènes et avaient donc des effets très néfastes pour la faune et puis pour nous, les humains après, à terme. Donc voilà, donc ça fait à peu près 5 ans maintenant qu'on est libre de PFC, 3 ans, 4 ans peut-être qu'on est libre de PFC, et bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Bon. Donc on utilise des traitements qui n'ont pas ce type de produit. Après, on a une vidéo là qui fait à peu près 2 minutes. Je ne voudrais pas non plus trop vous embêter, mais bon, on peut la passer quand même sur la marque, et puis après on rentrera sur le vif du sujet. Donc elle n'aura pas de son, donc en fait ça, je vais la commenter au fur et à mesure parce qu'on l'a en anglais. Et, je me suis dit que c'était pas forcément pertinent pour vous d'avoir Our world is moving. le son. Our world is moving. Je sais pas, moi j'entends le son. The greatness of its landscapes. The diversity of its ça évoque la animals. beauté de notre environnement, donc The fertility of its land. les brebis de la région de Latcha. Everything is in constant motion. But are we promoting nature's cycle? Or are we stopping it?
In Ternuang, we have it clear. Our world is moving, and we move with it. Donc, vous voyez un peu le type de produit qu'on fait. Ça va être aussi bien pour We come to take a ça, c'est le step Pays Basque, forward c'est là où on habite. with our C'est notre singular vallée. Ça, c'est local Alberto Nuratelli, projects. qui est un de nos ambassadeurs, qui a fait les Cleaning 14 the minutes, Basque le plus jeune à coast avoir fait with les sea 14 minutes cycle, sans oxygène. where the Il en a trash fait deux becomes avec technical Jean-Christophe and Lafaille, sustainable qui garments. ici. With our tila shell, Sur nos vêtements, il a where we give indiqué a value and a solution pourcentage to our de local Basque Latcha sheep's recyclage wool, qu'il y a, enfin, which was an environmental problem for the shepherds. With Colour Cycle, where we collect walnut shells from our region's cider houses and generate a natural là, on dye, parlait de comment making transformer nature's colours shine in our clothes. les coquilles de And noix we et keep moving en style de with Red vêtements. Cycle, giving a second life to nets from our fishing boats, transforming them to recycled, recyclable and environmentally friendly garments. Projects that are born from us, Voilà, vous voyez for the nos one bureaux, who gave us life, et notre atelier our Mother de Earth. confection ici au Pays Basque. Donc, tout ça, c'est des paysages du Because if Pays we Basque. don't move together, life will stop. And what about you? Do you want to move for nature with us? Donc simplement, voilà, plantation, on évoque d'abord le système de 3 couches qui concerne en fait la partie haute du corps, puisque sur les jambes, on n'a pas ce même concept, bien que parfois on peut être amené à utiliser plusieurs couches de vêtements. Mais bon, sur la partie haute, on va dire que c'est une façon de s'équiper, normale. Donc ça va être une première couche qui va être un tissu qui va avoir une fonction d'évacuation de la transpiration, aussi qui peut être de protection des UV. Donc ce tissu, ça peut, en général, c'est un tissu synthétique, et en général, c'est un tissu à base de polyester. Donc, bon, tant qu'à faire que ce soit du polyester recyclé et recyclable. Donc voilà, un élément. Donc l'avantage du polyester, c'est que c'est un produit qui sèche très vite, qui est relativement doux au contact, qui est agréable à porter, qui a une très bonne transpirabilité, donc qui va très bien capter la transpiration et l'évacuer vers l'extérieur. Et si on comparait ce type de matériel en fait à par exemple du coton, parce que portent souvent les randonneurs qui commencent à se promener en fait, à faire des balades. Bon, le coton est très agréable à porter. Par contre, il absorbe complètement l'humidité et lorsqu'il est humide, il devient froid, quoi. Donc, si jamais on fait une randonnée, on s'arrête, qu'il y a du vent, et bien avec du coton, on va avoir froid, ce qui ne sera pas le cas avec un polyester. Après, il y a une alternative naturelle qui est la laine mérino. La laine mérino a l'avantage, ça fonctionne comme du coton, en fait, ça absorbe l'humidité. Par contre, la laine mérino a l'avantage d'être bactéricide, donc ça ne prend pas d'odeur. Et d'un autre côté, eh bien, ça reste chaud, même mouillé. Donc, c'est vrai que c'est une première couche qui est agréable à porter. Si on fait de la randonnée, mais si on fait aussi d'autres activités comme le ski où on transpire beaucoup et en fait ça va sentir pas très bon sur des produits synthétiques. Donc sur les synthétiques, ce que l'on fait pour éviter les odeurs, parce que c'est souvent le problème des produits synthétiques, on va utiliser des traitements. Donc chez Ternuang, on utilise 2 types de traitements. On en a un qui est fait à base de café, en fait de marc de café, donc qui est on en extrait une substance qui est injectée dans le fil et le café a des propriétés bactéricides, donc les bactéries ne peuvent pas se développer, du coup il n'y a pas de développement d'odeur. Ou alors on utilise un autre traitement qui est un traitement suédois qui s'appelle Sanitize et qui est fait à partir d'ions d'argent recyclés également. Voilà, donc là, ce serait en fait la première couche, la couche la plus basique, mais bon, très importante, évidemment.
Après, la deuxième couche, dans ce système de 3 couches, la deuxième couche, la fonction traditionnelle, c'est une fonction d'isolement thermique, donc d'apporter un apport calorifique, et on l'obtient à travers différents matériaux. Alors, ça peut être de la laine, par exemple. L'inconvénient de la laine, c'est que c'est un produit qui est lourd, qui pèse beaucoup, et donc et qui, de la même façon que le coton ou que la laine mérino, en fait, absorbe l'humidité. Mais par contre, qui est aussi bactéricide, hein, comme on l'a évoqué avant avec la laine mérino. Mais bon, donc, en général, ça ne va pas être ça. Ça, c'était un peu l'événement. Enfin, on peut avoir des produits en laine mérino qui fassent une fonction première, deuxième couche, mais en général, on va plutôt aller sur des produits techniques, des produits synthétiques, et ça va être une polaire. Traditionnellement, ça va être la polaire en polyester, faite, si possible, à base de bouteilles, des PET bottles, donc des bouteilles de plastique recyclées. Donc, c'est quelque chose qui est assez commun, hein, qu'on trouve beaucoup sur le marché. Ou alors, on peut avoir d'autres fibres synthétiques, comme des marques que peut-être vous connaissez, qui s'appellent Tinsulate, Primaloft, enfin, donc, qui sont des fibres synthétiques qui, à l'intérieur, est creux, et donc qui capturent l'air et qui sont très légères, très souples, très agréables au toucher, et qui apportent beaucoup de chaleur. On peut aussi avoir un autre matériel naturel qui est le duvet. Le duvet est un produit extraordinaire parce qu'il est extrêmement compressible. Donc, ça prend pratiquement pas de place. Enfin, ça dépend du queen qu'on utilise. Mais bon, on peut avoir, nous, chez Ternier, on utilise 800, donc qui est vraiment un niveau très élevé. Et en plus, on utilise des plumes qui sont recyclées. C'est-à-dire qu'on récupère ça, c'est une association de type Emmaüs, enfin une association qui aide à la réinsertion de personnes en difficulté sociale, qui récupère des couettes d'oreillers, des oreillers, des couettes, et c'est des produits où il y a énormément de plumes. Et en fait, on refait le même traitement que pour une plume vierge. C'est-à-dire qu'il est dépoussiéré, stérilisé, classifié par la capacité à se comprimer, hein, donc la qualité en fait du duvet, parce qu'on peut avoir des duvets qui sont très durs, qui se compriment peu et qui apportent donc peu d'apport calorifique, et des duvets qui sont très très souples et qui ont un très très bon apport calorifique. Donc nous, c'est ce qu'on utilise du 800, le maximum est de 900. Donc, voilà. Donc voilà en gros les alternatives, hein, qu'on a en termes d'isolement thermique. Après, aujourd'hui, on va évoquer la troisième couche. La troisième couche, typiquement, ça va être une couche qui sert à protéger de la pluie et du vent, donc des éléments extérieurs. Donc, si on fait basique, c'est que la première couche sert à capter la transpiration et l'évacuer. La deuxième couche apporte un apport calorifique, et la troisième couche protège du vent et de la pluie. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a la possibilité, il y a beaucoup d'innovations technologiques, hein, dans les tissus techniques, et on peut combiner différentes fonctions. Donc, il y a une quinzaine d'années, il y avait une révolution avec les soft shells. Peut-être certains, ce nom évoque quelque chose. En fait, c'était une membrane qui était appliquée sur on va dire une polaire. Donc, on avait la fonction polaire, et en même temps, avec la membrane, eh bien, on protégeait du vent et d'une certaine façon de la pluie. Sauf que les soft shells sont pas, les coutures ne sont pas soudées thermiquement, comme une veste en Gore-Tex, par exemple. Donc, étant pas soudé, en fait, il y aurait de l'humidité, il y a de l'eau qui pourrait passer par les coutures. Mais le tissu en lui-même est imperméable. Voilà, donc ce qui a été fait ces dernières années, c'est essayer d'avoir ces types de fonctions où on a un apport de chaleur et on a une fonction couvant et une certaine imperméabilité, sans avoir recours à cette membrane qui, en fait, avait un défaut qui faisait que le vêtement était lourd, un peu difficile, un peu cartonné, un peu désagréable à porter. Et on cherche aujourd'hui à avoir des produits beaucoup plus confortables, beaucoup plus doux, beaucoup plus flexibles, tout en ayant ces qualités.
Donc, sur Terre Nuable, on a fait d'ailleurs un produit spécifique FFcam, qui est le Pugmal, qui est une veste, ce qu'on appelle Storm Fleece, qui est un tissu qui s'appelle Storm Fleece, qui va être extrêmement élastique. Donc, c'est extrêmement agréable à porter parce que ça s'ajuste au corps parfaitement. Et aussi qui résiste au rain test, ce qu'on appelle un rain test, qui correspondrait à peu près à 2000 de colonne d'eau, si ça évoque quelque chose. C'est-à-dire que ça a une légère imperméabilité et qui passe le test de résistance au vent, par contre parfaitement. C'est-à-dire que c'est un tissu qui n'a pas de membrane, qui est très compact, qui est très chaud, très doux, et qui en même temps va bloquer le vent et qui va bloquer la pluie, sauf si jamais c'est une grosse tempête. Dans ce cas-là, il faut une veste qui soit membranée avec les coutures thermosoudées. Enfin, il faut un niveau de protection plus important. Voilà. Après, on a un autre produit qu'on a développé pour la FFcam qui est aussi dans ce même esprit. Mais bon, c'est une autre solution technique. Là, on va être sur une polaire avec un poil très long, ce qu'on appelle high loft. Donc, le poil très long, l'avantage, c'est que ça apporte plus d'apport calorifique. C'est aussi très, très doux, très agréable à porter. Et ce qu'on va mettre en tissu externe, ça va être un tissu avec un denier, donc un diamètre extrêmement fin. Donc, un tissu qui va être tissé de façon très, très dense et qui a un effet coupe-vent et qui a un traitement déperlant pour aussi protéger de l'eau. Donc, ce type de vêtement, malgré tout, c'est pas fait pour protéger d'une grosse tempête, et c'est pas fait non plus pour s'asseoir dans la neige ou ce genre de choses. Après, si on veut avoir des produits vraiment imperméables, eh bien, il faut avoir recours à des vestes imperméables. Donc, on a différents modèles là-dessus, et ça va être en général membrane. Aujourd'hui, il y a une révolution qui a lieu, qui en termes de membrane, ce ne sont plus des membranes comme celle de Gore-Tex, qui est du nylon, du téflon. C'est pas non plus du polyester, ça va être des membranes qui sont en fait faites à base de nanoparticules et qui ont une transpirabilité énorme, tout en gardant une imperméabilité très élevée. Donc là, on a gagné un ISPO Award, donc un prix à l'ISPO par rapport à ça, cette année en 2021, par rapport à une veste qui a 90 000 de transpirabilité, c'est-à-dire une transpirabilité. Avant, on va dire que le maximum était autour de 40 000, 30 000. Là, on est vraiment dans une autre dimension, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus transpirant et en même temps extrêmement imperméable. Donc, on revient à ma présentation, donc c'est bon. Ok, donc je vais repasser rapidement là, brièvement. J'espère que vous n'êtes pas perdu dans mes explications. Donc voilà, donc là je parlais du t-shirt. Donc là c'est le modèle qu'on a fait pour la SSFAM. Donc c'est un produit à base de polyester dry shell, polyester recyclé à partir de bouteilles de plastique et avec un traitement escafé. Donc voilà, donc qui est disponible en homme, en femme. Vous l'avez sur le site de la FFcam ou alors sur notre site web. On a une section dédiée à FFcam où vous pouvez le trouver également. Là, j'ai mis comme autre exemple un autre type de produit qui serait une chemise avec un tissu très élastique et là, dans ce cas-là, un traitement polygène qui est donc un traitement à base d'ions d'argent. Mais bon, j'aurais pu mettre aussi un produit à base de laine mérino, on en a aussi dans notre collection, ou d'autres types de première couche. C'est juste pour illustrer un peu ce que c'est. C'est pas forcément un t-shirt, ça peut être une chemise, par exemple. OK. Donc là, après, en termes d'isolement thermique, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, la Berla, qui est plus proche d'une polaire traditionnelle. Donc pareil, de nouveau, fait à partir de polyester recyclé. Donc là, on peut passer suivant. Après, la Kimo, c'est un tissu, c'est celle que j'évoquais. On a un produit dans la gamme FFcam qui est similaire à celui-là, qui s'appelle le Tabor. Donc, c'est un produit avec une polaire high loft, pareil, un produit recyclé, avec à l'avant
un tissu avec un denier très très fin, donc qui va couper le vent et qui a un traitement aussi déperlant à l'eau, qui va protéger de la pluie. Voilà. Après, deuxième couche, donc là, ce que j'évoquais, c'est ce type de produit qui est un peu hybride. Donc ça va être la Pugmal qui est un tissu qu'on appelle Stamfleece, donc qui est extrêmement élastique, qui a un apport calorifique, mais en même temps qui vous protège du vent et de la pluie, de la pluie légère. Hein. Voilà, on peut passer ça aussi. Et puis je pense que là, on va voir une veste imperméable après, juste comme illustration. Voilà, donc une veste. Ok, donc là, ce serait la partie, en fait, on aurait fini un peu avec Ternua, donc ce qui est les vêtements. Donc, ah non, il me resterait, pardon, les pantalons. Donc, effectivement, sur les pantalons, pour moi, c'est une partie très importante. On évoque souvent les 3 couches, mais bon, on ne parle pas trop des pantalons. En fait, les pantalons, nous, c'est un des produits qu'on vend le plus. Hein. Moi, il est fondamental d'avoir quelque chose qui soit très élastique, hein, très agréable à porter. Donc, on a une gamme très importante de pantalons. On est très reconnu là-dessus, que ce soit des pantalons, des shorts, des bermudas, qui vont être bi-élastiques. Donc, c'est des tissus qui sont en principe en bimatériaux, donc en polyester à l'intérieur et à l'extérieur du nylon, qui va apporter de la résistance à l'abrasion et avec un traitement déperlant. Donc, c'est des produits qu'on porter, qui sont extrêmement élastiques, donc très agréables à porter et qui vous protègent en cas de pluie également. J'ai vu quelques questions qu'il y avait là au niveau des pantalons. Oui, c'était ce que j'allais évoquer. Une personne qui demandait à propos de la laine. Nous, on a des produits, effectivement, où on met en fait à l'intérieur de la laine. L'avantage d'avoir de la laine à l'intérieur du pantalon, c'est que, comme j'ai évoqué avant, la laine est bactéricide, donc ça va éviter que, malgré le fait qu'on transpire beaucoup, eh bien, il n'y a pas d'odeur. D'un autre côté, la laine est chaude, donc ça reste chaud même quand c'est humide, et puis c'est un tissu qui est agréable, qui est doux à porter, quand c'est de la laine mérino, quand c'est de la laine de qualité. Voilà. Après, la question était, conseillez-vous un pantalon en laine dessous le synthétique pour une rando en montagne escarpée? Oui, on peut mettre, enfin, c'est pas un pantalon en laine, mais on peut mettre un collant. On peut mettre un collant. C'est souvent nos ambassadeurs, selon les conditions climatiques, mettent un collant en laine. Ouais. L'avantage, enfin, de nouveau, là, hein, c'est que la laine, c'est chaud, et la laine mérino, qui est douce, qui est agréable à porter, c'est chaud, et en même temps, ça va éviter qu'il y ait des odeurs très importantes. Le souci, l'humidité dans le dos avec le sac à dos, c'est plus difficile à répondre. Parce que c'est sûr qu'avec le sac à dos, selon comment il est rempli, ça comprime et donc du coup ça transpire plus tellement, quoi. Je n'ai pas vraiment de solution comme ça qui me viennent à l'esprit. Hein. C'est-à-dire qu'en principe, il faut avoir un bon sac à dos. Ça, c'est ça. Enfin, la solution qui me vient à l'esprit, c'est que le sac à dos est fondamental. En fait, dans les sacs à dos, il y a toujours des rainures de ventilation. Et ces rainures de ventilation, c'est un des points clés. Nous, on fabrique des sacs à dos. On n'est pas la marque spécialiste. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous en sac à dos. Mais un bon sac à dos, il doit bien ventiler, quoi. Doit éviter ça, parce que si jamais vous avez un sac à dos qui effectivement colle le vêtement, il est fait pour transpirer, pour respirer, mais si jamais il est plaqué contre vous, là, il fonctionne plus, quoi. Il n'y a plus le système de couche qui marche, quoi. Donc, en principe, je dirais que la solution ici, elle vient plus du sac à dos, d'avoir un sac à dos qui est préparé, qui est vraiment un produit de qualité. Voilà. Après, si jamais il y a d'autres questions, sinon on attaque sur l'Orpen. Donc l'Orpen, c'est la partie chaussette, qui est une partie qui fait partie de notre groupe. Donc l'Orpen est fabriqué dans un petit village dans les Pyrénées. Donc là, on va passer une petite vidéo, vous le verrez. Après, on évoquera un peu la protection des pieds par rapport à ça.
Raison ou passion, science ou conscience, technologie avancée ou nature à l'état pur. Et pourquoi choisir? À l'Orpen, l'intelligence et l'imagination maintiennent un équilibre et elles s'unissent dans un processus authentique et bénéfique pour tous. L'Orpen est une marque née il y a plus de 30 ans dans un petit village des Pyrénées. Une marque qui fabrique depuis un seul produit et le fabrique mieux que personne. Aujourd'hui, l'Orpen se trouve toujours au même endroit. Et c'est là qu'influencée par le désir de fabriquer les meilleures chaussettes techniques possibles et par l'environnement naturel où elle développe son activité, elle a progressé. Avec un pied dans sa vocation artisanale de toujours et l'autre dans les innovations technologiques de la science textile, un pied dans le plaisir du sport dans les conditions les plus extrêmes et un autre dans la fonctionnalité de ses produits et la spécialisation technique. Comme la technologie de construction par couche qui combine fibres synthétiques et naturelles aux différentes propriétés thermiques pour qu'elles travaillent ensemble et fournissent un maximum de confort, de rendement et de durabilité. Ces chaussettes T3 représentent la technologie la plus avancée du marché, en utilisant la meilleure fibre pour chaque situation et climatologie, à l'emplacement spécifique idéal pour un rendement maximal. La surfilature ou la couture de pointe est réalisée point par point et sans relief, pour éviter le frottement du pied avec les coutures. L'utilisation du lycra dans toute la structure de la chaussette lui apporte élasticité et adaptabilité, dès la première utilisation et après de nombreux lavages. L'Orpen aime les choses bien faites et a pour légitimité sa propre expérience. C'est une marque locale avec une réalité mondiale. Elle partage son ingénierie développée dans les Pyrénées avec des sportifs de plus de 60 pays. L'Orpen est une passion en équilibre, avec des racines pour ne pas se perdre et des idées pour continuer à marcher, avec les pieds ancrés dans le sol et l'esprit dans le ciel. Voilà, bon, vous avez pu un peu voir un peu ce qu'était l'Orpen. Donc on va peut-être passer sur les slides. Je vais vous en parler un petit peu au niveau de la technologie. En fait, les chaussettes, on va dire que basiquement, il y a trois types de chaussettes. Il y a des chaussettes que nous on appelle, hein, c'est une appellation propre, c'est pas une appellation qui est partagée au niveau du marché. On appelle T1, ça veut dire qu'en fait, il y aura un fil. Ça va être par exemple une chaussette 100% coton ou une chaussette 100% laine. Donc ça peut être 100% polyester aussi. Hein. Ça va être un fil simple. Donc il y a une structure, il y a une structure qui est l'ossature de la chaussette et sur cette ossature on tisse un fil. Donc c'est les chaussettes les plus basiques, c'est le type de chaussettes normalement qu'on achète en pack de 6 ou en pack de 4. Enfin bon, c'est des chaussettes on va dire peu techniques. On utilise normalement, nous, pour un usage quotidien, hein, des chaussettes quand on travaille, qui sont des chaussettes en coton ou des chaussettes simples, quoi. Ouais. Après, on a ce qu'on appelle de nouveau, nous, hein, une chaussette T2, qui en fait représente toutes les chaussettes techniques qu'il y a dans le marché. Donc, ça va être un fil principal qui peut être lui-même un mélange de différents matériaux et un autre fil de renfort. Donc, pour les chaussettes techniques, il est très important qu'il y ait des zones de renfort, donc qui vont être avec du nylon, qui vont être des zones qui vont protéger contre l'abrasion, contre le frottement. Donc, ça va être en général au niveau du talon, au niveau de la pointe des pieds, donc des orteils, où c'est des zones où normalement il y a toujours une usure plus importante, et donc on va protéger la chaussette avec ces zones de renfort. La fibre principale peut très bien être un mélange de différents matériaux. Ça peut être un Coolmax avec de la laine, ou avec, ça peut être un mélange. C'est très commun dans l'industrie d'utiliser ce type de fibres qui sont mélangées
Et parce que on allie deux propriétés, deux avantages. C'est-à-dire, par exemple, si on met de la laine, eh bien c'est bactéricide, on évite des odeurs. Par contre, ça sèche pas très bien, donc ça sèche lentement. Ça, c'est pas vraiment très bon parce qu'un pied mouillé, en fait, est un pied qui va avoir tendance à avoir des ampoules et avoir aussi des champignons, des mycoses, voilà, comme vous cherchez, des mycoses. Par contre, si on rajoute du polyester, eh bien, le polyester va avoir tendance à sécher rapidement. Par contre, normalement, avec le temps, ça sent assez mauvais, quoi. Donc, en alliant les deux, on arrive à trouver un compromis, on va dire. Là où on a apporté une innovation au niveau de l'Orpen, c'est qu'on apporte une technologie qu'on appelle T3, donc avec 3 couches. Et on est les seuls à faire ça dans le marché, même si il y a certaines personnes qui le revendiquent, mais en fait, ils comptent la structure de base qui n'est pas comptée normalement. Donc, sinon, on ferait du T4, quoi. Au lieu de faire du T3, ce serait du T4. Donc, l'avantage de faire ces 3 couches, c'est qu'on a au contact de la peau, donc je pense que c'est le slide suivant, je pense que tu vas pouvoir passer, Thérèse Marie, je pense que je dois l'expliquer dans le slide suivant. Ouais, voilà, on va avoir une première couche qui va être, c'est ce qu'on voit à droite, hein, qui va en fait être une fibre synthétique. Donc, les fibres synthétiques n'absorbent pas l'eau. N'importe quelle fibre synthétique, en fait, le noyau de la fibre n'absorbe pas l'eau. Avec une fibre synthétique performante, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capter l'humidité et on va l'évacuer. Après, ce qu'on va mettre, c'est une fibre naturelle qui peut être de la laine mérino ou qui peut être du tencel. Le tencel, c'est un produit qui est fait à base de cellulose d'arbre, mais ça pourrait être un autre matériel, hein. Donc, nous, dans nos chaussettes, on utilise normalement le tencel en été et la laine mérino en hiver, qui va absorber l'humidité et qui va avoir en fait une fonction pour nous de stockage de l'humidité. Et on va avoir une troisième couche qui va être en nylon, qui va être une couche de renfort, donc comme j'évoquais avant. Donc, le concept qu'il y a derrière ça, c'est que dans une chaussure, en fait, on est dans un environnement fermé qui transpire très mal, même si jamais on utilise des fibres, une membrane type Gore-Tex, en fait, les pieds ont tendance tout de suite à être humides, et lorsque les pieds sont humides, eh bien, il y a des ampoules qui arrivent et des mycoses. Donc, mais bon, plus dramatique, c'est les ampoules. Donc, l'objectif de cette construction, c'est d'en fait évacuer la transpiration vers l'extérieur et que la couche naturelle la stocke et en fait fasse une fonction d'éponge, qu'elle absorbe cette humidité et que le pied en fait reste sec. Un pied sec, en fait, est un pied qui ne va pas avoir d'ampoule, voilà, basiquement. Donc, après, dans la chaussette, il y a différentes zones qui vont être renforcées. Il est important d'avoir des bouclettes, par exemple à l'avant du pied, parce que quand on descend, ça cogne. Donc, il vaut mieux protéger cette zone-là, ou au talon, parce que c'est une zone qui frotte beaucoup aussi lorsqu'on marche. Après, il y a des zones où on peut justement profiter, parce que elles n'ont pas besoin de beaucoup de protection pour mettre des zones de ventilation. Donc, par exemple, la partie au-dessus du pied, et d'autres zones où on va en fait mettre des zones d'ajustement qui vont permettre à la chaussette de bien rester stable, de pas vriller, de pas faire le moindre pli qui pourrait générer en fait justement une ampoule ou que ce soit inconfortable. Voilà, donc c'est un peu ce que ça explique ce diagramme. Là, on pourrait passer au slide suivant aussi, Marie. Voilà, après, il y a des zones de réglage, donc on va ajuster, mais ça c'est assez commun à l'industrie, hein, dans toutes les chaussettes techniques, hein, n'importe quelle chaussette technique a ses zones de réglage. Après, ce qui est important, c'est d'avoir les pieds secs, hein, donc c'est ce qui s'obtient, nous, avec notre technologie en 3 couches, de thermorégulation, après des zones d'amorti, hein, l'idée, c'est qu'on ait, grâce à ça, des pieds qui soient chauds, qu'on évite les ampoules et que ce soit agréable et confortable. Je voyais un commentaire, on disait les bonnes vieilles chaussettes traditionnelles en laine sont donc à déconseiller. Ouais, enfin, de notre point de vue, oui, c'est à déconseiller parce qu'en fait, le problème de la laine, c'est que ça absorbe l'humidité. C'est une qualité fondamentale de la laine, comme n'importe quel matériel naturel. Ça fait éponge, en fait. Ça absorbe l'humidité.
Et donc, si jamais on a les chaussettes en laine, les chaussettes, elles sont mouillées, et donc le pied est mouillé. Et quand le pied est mouillé, il y a des ampoules qui apparaissent et des mycoses. Donc, en principe, il y a certains concurrents sur le marché qui sont spécialisés à faire des chaussettes 100% laine, hein, Merino. Je ne vais pas les nommer, mais bon, je pense que certains d'entre vous savent de qui je parle. Mais pour nous, c'est un non-sens pour faire de la randonnée, quoi. C'est quelque chose qui est complètement contraire à ce qui devrait être prescrit. Après, la laine a des avantages, hein, comme je l'ai évoqué. Hein. C'est un produit qui, même mouillé et chaud, et qui est bactéricide, donc il n'y a pas d'odeur. Donc ça, c'est sûr, les chaussettes, elles ne sentiront pas mauvais, mais par contre, elles seront mouillées et le pied sera donc tout ramolli, la peau sera ramollie, et donc on aura des ampoules. C'est un peu… Donc, en résumé. Après, si on fait une petite balade, une petite promenade et qui n'est pas très intense, c'est pas vraiment un problème. Hein. Dire la laine Merino pour un usage quotidien, comme une chaussette en coton pour un usage quotidien, ça va très bien. Hein. Mais par contre, pour faire des randonnées longues, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Voilà. Après, on peut passer au slide suivant. Après, il y a d'autres questions, mais peut-être qu'on les verra un peu à la fin. Donc là, c'était de nouveau revenir sur les points que j'ai évoqués, hein, les différentes densités, l'importance de la construction par couche, avec des zones de bouclettes, avec des zones plus fines pour avoir une meilleure transpirabilité, d'autres pour avoir un meilleur amorti. Enfin, bon, voilà. Donc je vous dis, ça c'est quelque chose de commun à toutes les chaussettes techniques du marché. Hein. Il faut qu'il y ait cet aspect-là, c'est basique. On peut passer au suivant. Élasticité et adaptabilité, ça c'est un point très important. Il est très important qu'il y ait un niveau d'élastane relativement important. Et si, en plus, au lieu d'être de l'élastane, ça peut être du lycra, c'est encore mieux, quoi. Ce qu'on utilise, c'est du lycra. Le lycra, c'est une marque qui appartient à Dupont, qui est une marque d'élastane. Et en fait, le lycra résiste beaucoup mieux aux détergents et à la température. Donc, quand on va laver les chaussettes régulièrement, souvent, ce qui est normal, hein, on les lave souvent, eh bien, ça va garder les propriétés de la chaussette beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est un des points importants, c'est-à-dire qu'il y a certaines chaussettes qui ont très très peu d'élastane, juste sur le haut de la chaussette. Et en principe, elle va tendre à descendre et ça va être inconfortable, ça va faire des plis, ça peut générer des problèmes aussi d'ampoule. La couture à la pointe, ça c'est quelque chose de très important et qu'on ne regarde pas souvent. Jusqu'à il y a quelques années, enfin je dirais 5 ans, on était les seuls à faire une couture point par point. C'est quelque chose qu'on avait mis au point il y a déjà une quinzaine d'années, qui était fait de façon manuelle, artisanale, et qui permettait d'avoir sur la couture au-dessus des orteils une couture totalement plate, sans aucun relief. Normalement, dans toutes les chaussettes, cette chaussure est faite avec un relief. C'est-à-dire que pratiquement, je dirais 80% des chaussettes sur le marché, il y a cette caractéristique. Donc ça, c'est quelque chose à regarder avec un peu de détail parce que c'est un élément important et qui est plus cher. Avoir une finition point par point est plus cher qu'une finition avec un relief, ce qu'on appelle grosso. Résistance et durabilité, eh bien là, on va parler donc du fil extérieur, donc qui va être un tissu, un fil en nylon qui va apporter cette résistance à la chaussette, donc qui est fondamental aussi. Mais bon, je dirais qu'il est assez commun pour toutes les chaussettes techniques. Normalement, il y a cette caractéristique. Hein, il y a des zones de renfort avec ce tissu. Oui, non, simplement expliquer là, voilà, qu'on a développé une chaussette pour la FFCAM, qui est une Man T3 Light Hiker. Donc, c'est une chaussette pour de la randonnée, on dirait pour l'été plutôt, enfin printemps, automne, été. Donc, en termes de grosseur, c'est une grosseur moyenne, donc on appelle un midweight. Hein. Et voilà, donc c'est ce type de produit qu'on a développé avec la FFCAM. Voilà, donc si vous voulez, il y a quelques questions. Là, je voyais en cas de grand froid en montagne, comment multiplier les 3 couches. Donc, c'est pas vraiment donc, on n'a pas forcément besoin de multiplier les 3 couches. En fait, on n'a pas besoin d'en mettre 4 ou 5. Quoi. Après, c'est sûr que, par exemple, on peut mettre une doudoune en duvet avec un grammage énorme, quoi, de 180. Enfin bon, nous on a des doudounes.
Enfin, d'ailleurs, on les voit, hein, les jeunes là, de l'école qui font de la cascade de glace, en général, comme ils sont très longtemps au pied de la cascade qui fait très froid, ils ont des doudounes énormes. Et voilà, quoi. Bah, si on a le produit adéquat, on ne va pas avoir froid. Hein. Nous, nos himalayistes, quand ils partent faire de l'Himalaya, enfin, Alberto Nirateri, entre autres, ou alors on a aussi un japonais très fort qui a gagné 3 piolets d'or, c'est Hiraide Kazuya, qui est l'himalayiste qui a gagné le plus de piolets d'or dans l'histoire, des piolets d'or, il n'y en a pas plus, hein, une personne qui a gagné 3 piolets d'or dans toute l'histoire, qui est un de nos collaborateurs, nos ambassadeurs. Et bon, bah, ils ne mettent pas 5 couches, quoi. Hein. Par contre, ils ont des combinaisons qui sont vraiment très, très bien pensées. Je dirais qu'elles ne sont pas extrêmement épaisses non plus, hein, parce qu'en fait, ils cherchent vraiment à optimiser le poids. Enfin, c'est vraiment. Après, eux, ils ont des conditions physiques aussi qui sont particulières. Hein. Parce qu'on a souvent des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour pas avoir froid? Mais ça, c'est très propre à chaque personne, quoi. Il y a des gens, enfin moi je sais que j'ai pas froid normalement quand je suis au bureau bah, les collègues ils sont avec des petits radiateurs d'appoint parce qu'ils ont froid, quoi. Quelle est la fibre la plus respirante contre les fortes chaleurs d'été? C'est souvent chaud, c'est gênant. Ah, pour les pieds là, parce que la fibre la plus respirante, enfin bon, je dirais que c'est le polyester est très respirant. Voilà ce que je porte. J'ai une chemise qui est avec un polyester qui est très très ouvert, qui est vraiment très frais, très agréable à porter et bon, très léger, très. Ça c'est des fibres qui sont vraiment très agréables à porter et qui transpirent énormément. Après pour les pieds, bah, le truc c'est que comme j'ai évoqué, quoi, nous, ce qu'on conseille, parce qu'il y a des chaussettes qui sont faites en Coolmax par exemple, qui sont 100% Coolmax. Le problème c'est que le Coolmax, il va tendre à expulser la transpiration vers l'extérieur du pied. Mais en fait, comme on est dans une chaussure, c'est un environnement qui est complètement clos. Et en fait, il va saturer. Et donc, le pied va être humide très rapidement. C'est pour ça que nous, on rajoute une couche avec une couche naturelle qui va faire cette espèce de pompe qui va absorber l'humidité et qui va la stocker, qui va la maintenir, en fait, loin du pied pour pas que le pied soit humide. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette approche-là. Et Michel, je vois une question de Marie qui peut être assez intéressante. Lors des achats dans les magasins de sport, quels sont les points d'attention à avoir concernant les étiquettes, notamment par rapport à la composition des produits? C'est difficile en fait parce que les étiquettes, c'est-à-dire qu'on doit mettre sur les étiquettes légales, on doit mettre la composition légale. Et la composition légale, par exemple, on peut pas mettre, par exemple, on parlait de chaussettes, on peut pas mettre nylon, on doit mettre élastane. On peut pas mettre lycra, on doit mettre élastane. Que ce soit du Primaloft, on va dire que ce soit un polyester transpirant ou que ce soit un polyester creux comme Primaloft, Tinsulate, ou on a notre propre tissu aussi, à fibre creuse. En fait, tout ça, c'est du polyester. Donc, ça ne vous dit rien, quoi. Il va y marquer, il y a 15% de polyester ou il y a 80% de polyester. Mais est-ce que le polyester en soi, c'est chaud? Ben non. Enfin, on peut avoir du polyester qui n'est pas chaud et on peut avoir du polyester qui est très chaud. Donc, en fait, la composition, l'étiquette qu'il y a n'a pas beaucoup de sens, quoi. La composition légale. Après, les étiquettes que les marques rajoutent, où va y avoir une explication sur ce tissu, quelles sont les propriétés de ce tissu, pourquoi il a été développé, tout ça, oui, ça c'est intéressant. Sachant qu'en plus, c'est difficile pour un vendeur de connaître toutes les technologies de toutes les marques. C'est difficile, hein. Moi, ça fait 20 ans que je vends Ternua et je dirais j'ai encore parfois des doutes. Hein. Donc, pour un magasin qui vend 15 marques, qui doit connaître les technologies de tout le monde, c'est très facile, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pertinent de lire les étiquettes. Après, les concepts sont à peu près toujours les mêmes. Hein. C'est relativement. Il n'y a pas de. Enfin, bon, il y a des innovations régulièrement. Hein. Bon, là, j'évoquais les innovations par rapport au Storm Fleece. C'est quelque chose qui, il y a 2 ans, n'existait pas. Il y a 2 ans, si on voulait se protéger, avoir un produit qui fasse fonction d'apport calorifique et protection contre le vent et
et la pluie, on aurait utilisé un soft shell. Ou alors une veste Gore-Tex avec un rembourrage intérieur. Donc, il n'y avait pas ce type de produit qui est extrêmement élastique, qui n'a pas de membrane, il n'y avait pas. Là, j'évoquais ce produit avec 90 000 de transpirabilité. Il y a un an, ça n'existait pas sur le marché. Il y a un an, on ne va pas aller très loin, quoi. Donc, constamment, il y a des innovations qui sont vraiment très intéressantes, quoi, qui ont des propriétés. Alors, c'est pas ces innovations, c'est nous, c'est pas nous, hein, on n'a pas de laboratoire de recherche sur le tissu, hein, simplement, on a un laboratoire de recherche qui est très en contact avec tout ce qui se passe. Donc, ça qui demande aussi d'avoir un très bon réseau et voilà, d'être en veille, quoi, constamment. Ok, très bien. Mais merci Michel. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions et je vois que ça fait presque 1 heure qu'on est en ligne. En tout cas, la complexité, la technicité du textile en montagne, de ces vêtements, on voit que ça évolue chaque année. C'est intéressant de t'avoir avec nous pour que tu puisses nous aider à nous y retrouver dans tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup à toi pour cet exposé intéressant. Encore vraiment désolée à Michel et à tout le monde derrière votre écran pour le couac sur la vidéo. Voilà, c'est le charme du direct, si on peut dire. Mais Thérèse Marie qui est derrière a rattrapé le coup, donc c'est chouette. Moi, je vais vous donner rendez-vous jeudi soir à 19h pour savoir cette fois-ci comment bien choisir son sac à dos. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, ça sera vraiment le sujet du jour, donc de jeudi soir. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez essayer de gagner un magnifique sweatshirt Ternua, voilà, donc qui fera l'affaire dans les 3 couches que Michel vous a expliqué. Voilà. Vraiment merci Michel et puis merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce soir et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci.